Deux espaces. Bonjour les parents, nous espérons que vous allez bien. Bienvenue à notre épisode d'Entre deux espaces. Aujourd'hui, on se retrouve pour conclure notre trilogie d'épisodes qui portent sur le bien-être à l'école. Et je trouve que l'épisode d'aujourd'hui est à point et fait parfaitement suite au tout dernier qui a été publié sur les habiletés sociales, parce qu'on sait que l'école offre à nos enfants, aux élèves, de nombreuses opportunités de tisser des liens, de développer des relations, mais inévitablement, des conflits surviennent et possiblement que certains conflits ont une forme de récurrence. Et comme parents, bien, ça se pourrait qu'on se demande à un moment donné, est-ce qu'il est question d'un conflit ou plutôt d'intimidation? Comment départager ces deux concepts? Donc aujourd'hui, on va tenter justement de les définir pour mieux les comprendre et on va aussi donner plusieurs pistes d'intervention pour mieux accompagner nos jeunes dans les aléas des relations. Et on est bien accompagné aujourd'hui avec Mme Sylvie Bourgeois, qui est, et là je vais lire mes notes pour être sûre de bien le dire, agente de soutien régional pour les régions de Laval, Laurentides et Lanaudière. Et là, tu me vois venir, Sylvie. Qu'est-ce que ça fait, c'est une agente de soutien régional? Merci d'être là. Oui! Merci à vous de m'avoir invitée. C'est un plaisir! Effectivement, le rôle est peu connu. Donc, un agent de soutien régional, je suis, dans le fond, beaucoup dans l'accompagnement des centres de services. Quand on parle de Laval, Lanaudière, Laurentides, bien, je soutiens, dans le fond, les centres de services qui font partie de cette grande région-là. Donc, 7 centres de services et en appui aussi à une commission scolaire anglophone. Donc, c'est vraiment du soutien aux personnes qu'on nomme les pivots qui portent le dossier climat scolaire, violence et intimidation, du soutien, de la formation, répondre aux questions, organiser des rencontres régionales, dans le fond, pour vraiment bien connaître le dossier, pouvoir l'accompagner dans les milieux scolaires. Je relève aussi du ministère de l'Éducation, donc c'est une co-gestion entre la région et le ministère de l'Éducation. C'est comme si tu faisais le pont, en quelque sorte, entre le ministère puis le terrain, si on veut. Oui, autant j'ai un mandat au niveau régional, national, d'être capable de ramener, de vulgariser l'information, les lois aussi qui s'y rattachent. Donc, puis aussi développer dans la région là, des connaissances, compétences, expertise, là, vraiment pour travailler en collaboration avec les gens. Il y a aussi un groupe relais où il y a des organisations autour qui ont à cœur le dossier, qui viennent participer avec nous pour soutenir les écoles dans le même dossier. Toi, tes dossiers, justement, là, parce que tu as plusieurs dossiers là, que tu traites, là, je vois déjà le sourire apparaître dans ton visage, je vois que la passion est vive. Quels sont les dossiers que toi, tu couvres, si on peut dire? Dans le fond, moi, j'appelle souvent le dossier CVI, climat scolaire, violence, intimidation, la pieuvre, parce qu'on touche beaucoup de dossiers. Donc, tout ce qui est le plan de lutte, la mise en œuvre du plan de lutte contre la violence et l'intimidation, on travaille le climat, comment mettre des bons climats bienveillants, sécuritaires dans les écoles, le bien-être, les compétences socio-émotionnelles, quand on va parler du vivre ensemble versus la radicalisation, la polarisation, tout ce qui est discrimination, comment on peut ramener ça dans un meilleur vivre ensemble, dans quelque chose qui est beaucoup plus inclusif, une éducation inclusive. Donc, ça coupe très large. C'est un gros mandat quand même. Oui, mais un beau mandat. Une belle mission. Qui a du sens, une valeur. Pour que ça se rende auprès d'enseignants, de direction d'école, d'élèves. Hein? Oui, c'est ça notre mission. C'est qu'on souhaite atteindre. Moi, je suis beaucoup dans l'accompagnement d'adultes, mais pour que ces adultes-là soient le mieux, qu'il y ait un meilleur bagage pour soutenir les élèves dans la vie de tous les jours. Génial. Parce qu'on sait que le bien-être à l'école, c'est une très grosse partie pour qu'ensuite les apprentissages soient fructueux. C'est préalable, en fait. Oui, pour cette réussite éducative, je pense que de travailler dans un climat qui est agréable, qui est sain, qui est sécuritaire, on est plus disposé aux apprentissages. Parfaite invitée pour clore cette trilogie, comme tu disais. Donc là, on va commencer par la base. On parlait de conflit, on parlait d'intimidation. Souvent, c'est difficile de différencier les deux. Tu sais, quand est-ce qu'un conflit devient de l'intimidation? C'est quoi un conflit
normale versus de l'intimidation à l'école ou ailleurs, en fait. Bien, tu sais, des fois, je vais dire, ramenez-vous dans la vie de tous les jours, que vous êtes, un adulte. Bien, qu'est-ce qui se passe quand on est en conflit avec quelqu'un? On est en désaccord. C'est pas nécessairement... On est dans le même rapport de force. Il n'y a pas une victime. On a un désaccord, des fois... au niveau de la personnalité, c'est difficile, on va s'obstiner, on va... puis au niveau des enfants, ça peut être en lien avec des objets, ça peut être en lien avec plein de choses qui est dans le courant de la vie. Et avoir des conflits, c'est sain. C'est comme ça qu'on apprend à se développer avec les autres. Même nos relations sociales, ça permet justement de développer, d'avoir un terrain de jeu pour développer nos compétences sociales et émotionnelles. Mais ici, on n'est pas dans le déséquilibre de force. Quand on arrive vers des comportements, soit de violence ou d'intimidation, là, à ce moment-là, si je parle de violence, bien là, il va y avoir un espace où c'est plus intentionnel. Et là, on verra tantôt les différentes formes de violence, mais là, il y a un déséquilibre de force. Et là, il y a une personne qui devient un peu plus victime, qui se sent lésée, qui se sent blessée. Au niveau émotionnel, on a un stress important. Même chose au niveau de l'intimidation. Là, on va retrouver 4 critères où on a un caractère qui est répétitif dans le temps. On a le rapport de force aussi, où là, on se retrouve avec quelqu'un qui va être plus... dans un état de victime et l'autre dans un état où on agresse quelqu'un. Ou en termes de nombre aussi, des fois. Oui, on pourrait avoir le nombre aussi, puis des fois, ben, c'est une personne contre une autre, mais souvent, au niveau de l'intimidation, ben, selon les situations, on va aimer avoir un public. Alors, c'est là où, des fois, on va retrouver plusieurs personnes. Et là, encore là, ben, on se retrouve aussi avec une personne qui vit un grand stress émotionnel, qui va être blessée, qui va être lésée, qui va être exclue. Alors là, on est vraiment dans un déséquilibre de rapport de force. Là. Il y a encore dans l'intimidation une intention de blesser, de faire mal à la personne, que ce soit moralement, physiquement, psychologiquement. Oui, tout à fait. Puis, tu l'as nommé dans ta description, ce n'est pas rien, l'intimidation, dans le sens où il y a réellement des émotions vives qui sont vécues par les enfants. Quelles peuvent être les conséquences chez un enfant qui vit de l'intimidation? Bien, les conséquences, c'est sûr que même les premières fois, on a un grand stress. Ce stress-là, on va y répondre de différentes façons. Il y a des gens qui vont figer, qui vont faire un peu la tortue, qui vont figer, ne sauront pas quoi faire en vivant cette situation-là. Il y en a d'autres qui vont fuir, un peu comme l'image de la gazelle où je fuis toute situation. Et il y a des fois, ben ça va être le lion qui va ressortir. Puis des fois, le lion, selon comment il sort... pas toujours les bons choix. C'est adéquat ou pas. Des fois, il va faire les bons choix, mais des fois, non. Des fois, ça va le protéger. Mais toutefois, s'il s'en va, lui aussi, ou la personne s'en va vers aussi des comportements de violence, d'intimidation, parce que c'est pas vraiment la meilleure réponse qu'on veut. Ça devient comme une boucle, difficile à défaire des fois. Là. Effectivement. Puis dans le temps, bien là, c'est là qu'on va commencer à avoir des comportements, soit d'exclusion, qu'on va retrouver des enfants qui sont un peu plus anxieux, qui vont nommer, qui ont moins le goût d'aller à l'école, moins le goût de faire des activités. Il faut être attentif à ce que notre jeune est en train de nous dire, puis comment il vit. On commence à avoir des comportements qu'on ne voit pas habituellement. Des maux de ventre, des maux de tête, mais qu'on ne voit pas, puis on ne sait pas trop la cause. Donc là, on a peut-être des indices qu'il se passe quelque chose, et c'est là qu'il faut questionner, qu'il faut s'intéresser. Puis je vois que tu n'as pas le même comportement d'habitude. J'imagine que d'une personnalité à l'autre, les réactions et la capacité à nommer ce que l'on vit va être très différente. Donc, comme parents, on connaît nos jeunes, on le sait. Est-ce que c'est une personne qui va nommer ce qu'il vit au quotidien ou est-ce que c'est un enfant qui va plutôt intérioriser? Donc, à ce moment-là, il faut être particulièrement attentif s'il y a des changements de toute sorte. Oui, effectivement. Des fois aussi, à l'adolescence, il
justement, les jeunes commencent à un peu moins parler à leurs parents. Des fois, on dirait que j'ai comme en tête, je sais pas si vous l'avez vu, là, mais l'annonce, je pense que c'est tel jeune, là, que la maman demande est-ce que ça va, puis oui, mais finalement, il est en train de texter l'application, justement, pour dire... fait que, tu sais, il y a différents moyens. Si c'est pas nos parents, il faut en parler. Oui. Mais... Bien, effectivement, tu sais, à l'adolescence, on va se distancier pour une bonne raison. On est dans un autre stade de développement pour aller voir qui on est. Puis ça, on a besoin, à ce moment-là, de distancer un peu des adultes. Hein? Nos meilleurs alliés sont nos amis à ce moment-là. Mais comme parents, c'est sûr qu'on a changé de rôle à ce moment-là. On est plus un guide, on est là pour encadrer, mais comment favoriser de garder ce lien-là? Pour moi, là, c'est ça le plus. Quand on a le lien, écoute, j'observe des choses, j'aimerais ça que la portée ouverte, si tu veux m'en parler, s'intéresser à n'importe quoi en réalité. Qu'est-ce qui l'intéresse sur les réseaux sociaux? Hey, dis-moi à quoi tu joues. Explique-moi ça. Et ils sont tellement fiers de nous expliquer des choses. Oui, puis tu sais, ça, justement, d'ouvrir la porte, même si on connaît. Faire semblant qu'on ne sait pas, puis qu'on a besoin d'aide. Puis des fois, puis les expériences, les jeux qu'on va faire avec nos ados, leur permettent des fois d'enlever la pression de « je dois dire quelque chose dans un moment qu'est-ce qui est attendu de mon rôle de parent, de me mettre de côté puis être juste dans le moment présent, l'écoute, la réceptivité. C'est là, parfois, à travers les expériences puis les activités qu'on va faire avec nos jeunes, que là, ils vont avoir le goût de nous en parler. Parce que c'est un moment où on joue ensemble, on a du plaisir, puis là, tout d'un coup, j'ai le goût de me laisser aller. Fait que c'est dans ces moments-là, des fois, qu'on s'entend pas, puis c'est juste là d'accueillir ce qui se passe. D'accueillir puis de laisser... Donc, de prendre des détours, ça peut être une stratégie pour recueillir des confidences. Oui, parce que des fois, quand on pose des questions... Ça peut être confrontant. C'est pas là, des fois, qu'on va avoir les réponses, mais à travers toutes sortes d'autres situations. Il faut user de créativité, de ruse. C'est ça, de ruse. Oui. Tu sais, à la base, on parlait de comportements violents, des fois, là, qui est pour l'intimidation puis pour aussi la violence. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui amènent ces comportements violents-là? Puis si oui, comment, comme parent, comme intervenant, on peut essayer de les prévenir, de les éviter, de les diminuer? Bien, c'est sûr qu'un jeune qui est dans un milieu familial où il y aurait déjà des comportements de violence, des cris, des moins d'encadrement, plus du laisser-aller, pour toutes sortes de raisons. Pas dans le jugement, c'est dans le constat. À ce moment-là, le jeune a des modèles dans la vie de tous les jours où c'est une façon de communiquer, de crier, ou c'est une façon d'intervenir en ayant des propos plus violents ou de différentes façons. Donc, plus on est des adultes autour d'eux qui sont des modèles des modèles, pour moi, hein, quand je parle de modèle, c'est pas un modèle parfait. Non. C'est un modèle humain. Parce qu'il n'y a personne de parfait. Mais c'est un modèle où on a des interventions qui sont teintées de bienveillance. C'est-à-dire qu'on est à l'écoute, on veut le bien de l'enfant, on veut le bien de notre ado, on veut le bien d'un adulte à qui on apporte de l'aide. Alors, puis cet encadrement-là aussi, tu sais, de prendre en compte le développement de son jeune, les plus jeunes, qui soient dans l'adolescence, d'essayer de suivre où ils sont rendus, puis d'être à l'écoute, de partager tout ça, puis d'avoir un encadrement, de mettre le terrain de jeu à partir de l'âge où ils sont rendus, déjà, c'est déjà... écouter et s'adapter, ça serait 2 clés maintenant. D'avoir aussi à cœur de développer ses propres compétences socio-émotionnelles comme adulte. Comment je gère, moi, mes émotions? Comment je les nomme? Est-ce que je les nomme à mon enfant, à mon jeune, à mon ado? Est-ce que je suis capable de les nommer? Adéquatement. Puis des fois, ça, il faut prendre du recul parce qu'on a envie des émotions, tu sais. Puis des fois, quand on sent qu'on ne sera peut-être pas la meilleure personne, on dit, écoute, là, je suis fâchée. Je pense que je vais prendre une marche, je vais aller faire des choses avant qu'on se donne un temps, là, parce que là, je suis trop dans mon émotion. Ça, c'est une belle stratégie. Quand ils vont voir des parents qui sont empathiques.
Parce que, bon, l'intimidation, c'est un problème relationnel avec des solutions relationnelles. C'est un problème, des fois, aussi émotionnel. Bien, plus j'ai d'adultes autour de moi qui sont équipés et qui sont des modèles d'empathie, qui ont une belle écoute, qui ont une conscience des autres, bien, je deviens le modèle parce que nos jeunes nous observent dans la vie de tous les jours. Donc, si j'ai des facteurs de risque à la maison, bien, il ne faut pas minimiser l'impact important que les autres adultes autour de voir. Mais c'est peut-être pas tous les adultes qui sont comme ça. Ça se peut que mes parents vivent des difficultés, mais si j'ai d'autres adultes, ça peut être d'autres parents, si j'ai un enseignant, mon coach, bien, c'est d'autres adultes qui m'apprennent d'autres choses puis qui m'équipent. Ça, là, bien, il ne faut pas minimiser ça. Ça peut être des adultes qui changent une vie. Absolument. Parce que, tu sais, je veux juste clarifier, tu dis des modèles de violence, de cris puis tout ça, mais tu sais, je pense que c'est important de nommer qu'un modèle de violence à la maison, c'est pas nécessairement des coups puis des... Tu sais, ça peut être aussi... ça peut être des insultes. Ça peut être des insultes, puis tu sais, crier... Une réaction impulsive, tu sais... Tu sais, crier une fois, 2 fois, ça arrive dans la vie, là. Je pense que tout le monde stagne, a perdu patience. Mais quand c'est récurrent, quand c'est une façon de s'exprimer, quand ça devient une façon d'intervenir constamment, là, ça devient problématique. Et c'est là qu'il faut se questionner, puis peut-être dire, ouais, je pense que c'est difficile pour moi, je peux-tu aller chercher de l'aide? Parce qu'il y en a de l'aide autour, que ce soit par le biais d'organismes ou même de modèles autour de moi ou d'amis qui pourraient m'aider à avoir d'autres moyens de communiquer. Fait que crier, pour moi, c'est vraiment parce que c'est récurrent. Là. On retrouve ça dans un moyen de communication. Puis comment avoir un moyen de communication beaucoup plus posé, conscient, malgré des vagues d'émotions qui se passent. Puis est-ce que ça se pourrait qu'un jeune cherche à poser des gestes de violence et ou d'intimidation parce qu'il veut recevoir une forme d'attention qu'il ne reçoit pas à la hauteur de ses besoins, de ses attentes à la maison. Tu sais, des fois, on entend ça des enfants qui ne voulaient pas tant faire du mal, mais ils ont fait des mauvais choix peut-être pour aller chercher une forme d'approbation, d'attention qu'ils n'ont pas suffisamment. Est-ce que ça pourrait aussi se voir? Bien, tu sais, est-ce que c'est de l'attention? Est-ce que c'est au niveau du statut social? Tu sais, si moi, je ne suis pas reconnue à la maison ou dans d'autres, tout le monde a besoin d'une forme de reconnaissance. Puis des fois, bien, effectivement, je ne prendrai pas les bons choix et je ne suis pas équipée des fois pour rentrer de façon positive en communication avec les gens. Donc, autour de moi, ma façon de rentrer en communication, ça peut être par différents comportements de violence, d'intimidation, et ceux autour de moi qui ont de l'air moins sûrs d'eux, qui sont différents, bien, parfois, je vais profiter de ça pour élever mon statut. Et aussi, des fois, je n'ai pas appris l'empathie. Moi, les gens autour de moi qui sont différents, pour moi, c'est pas normal, fait que je vais le manifester de telle façon. Et parfois, ben, je peux avoir tellement mal, je peux être tellement souffrance que n'importe qui se trouve près de moi, ma patience est moins là, donc je vais utiliser soit la violence verbale, sociale ou même des coups pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir évacuer. Et là, j'ai besoin d'adultes pour m'aider à réguler, pour m'aider. J'ai besoin d'un autre cerveau pour m'aider, réguler. Parce que pour moi, c'est difficile. Je ne l'ai peut-être pas appris. C'est peut-être plus difficile au niveau parce que j'ai aussi peut-être des difficultés autres. J'ai peut-être des difficultés langagières, tout à fait. Donc, j'ai besoin d'adultes autour de moi pour me le montrer. J'ai besoin d'adultes pour me l'enseigner. J'ai besoin de modèles si je ne l'ai pas, soit à la maison ou ailleurs. On parlait de gestion des émotions, de compétences socio-émotionnelles. Quelle longueur d'avance ça nous donne, si on veut, là, quand on a fait les bons apprentissages, là, je prends des guillemets, là, quand on a fait les bons apprentissages dès notre plus jeune âge et tout au long du primaire et ainsi de suite au secondaire, quelle longueur d'avance ça nous donne comme jeunes pour peut-être faire en sorte qu'on soit moins assujetti à vivre de la violence ou de l'intimidation? Ou à en faire aussi. Ou à en faire, oui, tout à fait. Bien, c'est sûr que, tu sais, quand on parle de compétences socio-émotionnelles, si moi, je suis compétente à nommer ce que je vis,
puis que je me suis pratiquée. Je l'ai écrit, je l'ai exprimé de différentes façons et j'en arrive à l'exprimer avec des mots. Bien, plus j'ai des mots, moins je vais avoir recours à la violence. Plus j'ai des stratégies moto-régulées, que ça soit aller marcher, respirer, écrire, déchirer du papier, peu importe, là, nommer toutes les stratégies adaptatives qu'il faut, bien, plus j'ai des moyens, moi, ça va sortir aussi un comportement inadéquat. J'aime ça tantôt quand tu parlais de la co-régulation, parce que des fois, on oublie que ça prend de la co-régulation pour arriver à l'autorégulation. Ça s'apprend tout ça. Là, va dans ta chambre ou arrête de pleurer. Ou, c'est ça peut être un moyen, mais il faut quand même qu'il y ait de l'enseignement parce que l'enfant ne va pas l'apprendre. Plus je suis jeune, puis j'ai un adulte à côté de moi qui est régulé, bien là, la contagion émotionnelle, j'ai un adulte calme à côté de moi. Il est capable de m'aider à retrouver ce calme-là. Juste le niveau d'énergie. Oui. Fait que ça, cette co-régulation-là, il ne faut pas la minimiser. Et aussi, tu sais, dans toute la conscience de soi, on va voir comment exprimer mes limites. Tellement. Même comme adulte. Oui, je sens que le thermomètre est en train d'augmenter. Là. Oui, comment m'affirmer. Oui. Quand c'est non, c'est non. Et des fois, on va le dire fort. Des fois, on va entendre des enfants « Non, je suis pas d'accord! » Bien, c'est pour moi, c'est un enfant qui s'affirme. On va lui apprendre tranquillement à le faire avec des mots. Mais si au moins je suis capable de dire non à certaines choses, déjà, c'est un push en train d'affirmation. C'est ça, tu sais, toutes les limites, la conscience de soi, comment communiquer, comment je communique mes besoins. Comment je communique de façon consciente, tu sais, au lieu d'être... si moi, j'ai des adultes proches de moi qui sont mettons, dans le jugement ou qui sont dans l'accusation ou dans la critique souvent, bien, je vais être un jeune qui va utiliser ces moyens-là. Donc, mes moyens pour rentrer en communication, toute la compétence relationnelle, ou quand je parle tout le temps plus que les autres, bien, c'est ça, tu sais, c'est les modèles autour de moi. Est-ce que j'ai des modèles d'adultes qui rentrent qui ont des belles compétences relationnelles, qui sont à l'écoute, qui sont moins dans le jugement, qui accueillent aussi les autres, puis de la façon qui rentrent en relation. Est-ce qu'on se dit bonjour? Est-ce qu'on s'accueille comme à la maison? Oui, des fois, dans les valeurs familiales, tu sais, il y a des choses qui ressortent. J'aime ça que tu dises, tu sais, la façon qu'on exprime nos besoins, parce que des fois, comme parents, on veut tellement bien faire que finalement, on nuit. Tu sais, un parent, là, puis je me reconnais un peu là-dedans, mais qui répond énormément aux besoins de ses enfants, bien, ça peut aussi avoir des effets des fois négatifs un enfant qui est habitué de se faire répondre à ses besoins rapidement tout de suite, puis là, il naviguera pas dans l'attente, la patience, tout ça, tu sais, ça peut on va être moins à ce moment-là dans l'autodétermination, moins dans l'empowerment, parce que c'est ça aussi qui fait que des fois, dans mes forces, je ne deviendrai peut-être pas dans des situations où je me positionne comme... pas je me positionne, mais je deviens une victime. C'est parce que j'ai du pouvoir sur la situation. Et quand les autres le font à ma place, j'ai moins de confiance en moi. Donc, plus on me laisse m'exprimer, on me laisse ma place, on me laisse faire des erreurs, des expériences, mais des expériences avec un certain encadrement. À ce moment-là, je suis plus capable de m'affirmer. Je suis plus capable trouver mes forces, mieux me connaître. Tout ça fait partie de la conscience de soi, des compétences sociales, émotionnelles. Donc, plus j'ai des compétences fortes, il est prouvé qu'effectivement, je vais moins aller vers des comportements de violence ou d'intimidation parce que je suis équipée. Je suis équipée pour la vie. Et ça se développe tout au long de la vie, ces compétences-là, mais effectivement. Et on va probablement être moins une cible par les intimidateurs parce qu'on va dégager un niveau de confiance, puis on va être capable d'exprimer nos limites, nos besoins. Fait que j'imagine que pour l'intimidateur, on va être moins une cible potentielle, si je peux dire. Effectivement. Mais c'est en développement. Plus j'ai d'adultes qui sont compétents autour de moi, plus je peux devenir compétent et c'est de me faire pratiquer, m'encourager à le faire. Et ça, c'est par différentes expériences. C'est à la fois par l'enseignement, mais c'est aussi dans des activités dans la vie de tous les jours où les gens profitent de toutes les situations pour élever ces compétences-là.
Donc, dans ce deuxième bloc, on va essayer d'aller plus en profondeur, un peu mieux comprendre la dynamique des conflits, de la violence, de l'intimidation. Premièrement, les types de violences qu'on voit chez les enfants à l'école, dans les sports, etc. Il y a plusieurs. Évidemment, la violence physique qu'on connaît tous, mais veux-tu élaborer un petit peu aussi sur les autres types de violences? Oui, c'est la violence physique, oui, les coups, les bousculades intentionnelles, la violence verbale, les insultes, le sarcasme, l'exclusion dans... Puis, c'est l'exclusion, des fois, ça peut être verbal, mais ça peut être aussi au niveau social, quand j'essaie d'exclure de par mes comportements à des jeux, ça peut être des jeux, mais des discussions ou des sports ou des activités qui sont... ou d'un groupe d'amis, tout simplement. Oui, d'un groupe d'amis. À l'adolescence, on sait comment c'est fort, appartenir à un groupe, le sentiment d'appartenance. Donc, c'est un impact immense quand je suis exclue de plusieurs groupes, que je me retrouve tout seul. C'est très difficile à l'adolescence. Je ne dis pas que c'est pas difficile quand ils sont plus jeunes, mais c'est comme on s'identifie à... C'est une période charnière. Hein? Oui. Lorsqu'on va parler aussi de cyber-intimidation, cyber-intimidation, cyber-violence dans l'espace, au niveau des réseaux sociaux, tout ça, les propos haineux, lorsque là aussi, on va vivre aussi de l'exclusion. Donc, puis la violence psychologique, les humiliations, lorsqu'on va... là aussi, psychologique, ça peut être... Les rumeurs Les aussi. rumeurs, dans les relations aussi, des fois, dans les relations amoureuses chez les adolescents, on n'en parle pas tant, mais des fois, on va retrouver aussi beaucoup de violence psychologique ou d'intimidation. Manipulation, menace. Tout à fait. Donc... Est-ce qu'il y a des profils de jeunes qui sont plus à risque de devenir, que ce soit intimidateurs ou victimes? Tu sais, tantôt, on parlait brièvement du fait que quand on développe nos compétences socio-émotionnelles puis qu'on apprend à nommer nos limites, ça peut pas nous protéger, mais c'est un facteur de protection, j'imagine. Tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a des profils qui sont plus sensibles, mettons, à vivre de l'intimidation, que ce soit de tomber dans le profil intimidateur ou dans l'être les victimes? Bien, je ne sais pas si je parlais de profil. Moi, je pense que c'est beaucoup le contexte et le développement dans lequel... Bon, mon propre développement, mais le contexte familial, situationnel, va faire en sorte que... donc, si je suis un jeune c'est difficile pour moi de m'exprimer, je suis très gênée, je vis une différence, mais c'est difficile pour moi de l'accepter. Le comportement ce que je vais projeter va peut-être être perçu par d'autres personnes, que c'est plus difficile au niveau relationnel, puis ça, comme on disait, pour un intimidateur, vont être des cibles peut-être plus faciles. Donc, je parlerai moins de profil ici, mais beaucoup plus de facteurs personnels et le contexte situationnel qui va faire en sorte que je peux être perçue comme une cible. Et l'intimidateur, la même chose. Si autour de moi, avec ma personnalité, mais autour de moi, j'ai vécu dans des situations où j'étais plus dans des facteurs de risque, où des modèles autour de moi sont plus dans des modèles de comportement inadéquats, de violence ou très difficile au niveau émotionnel d'exprimer les choses puis de la façon qu'on s'exprime. L'empathie aussi. L'empathie, le mode de communication aussi. Hein, si moi, j'apprends juste que le mode de communication, c'est accuser, c'est crier ou des choses comme ça, là, je suis plus dans des facteurs de risque, donc je pourrais me développer dans ce sens-là. Mais encore là, tous les gens autour, ça ne veut pas dire parce que je suis dans des comportements comme ça, dans des moments X, que je vais être ça toute ma vie. Exactement. Ça peut être circonstanciel pendant une période X de notre vie qui est peut-être plus ardue, mais il y aura toujours moyen, en ayant encore là des modèles positifs. Autour. J'aimais ça quand on s'est parlé avant l'enregistrement, que tu disais qu'on ne va pas parler d'intimidateur, mais on va parler parce qu'on ne veut pas, dans le fond, étiqueter l'enfant, parce que là, en ce moment, dans cette situation, il intimide, il
Mais il est dans une autre situation chose. d'intimidation, mais il n'est pas un intimidateur ad vitam aeternam. Même chose pour la victime aussi, tu sais, en ce moment, dans cette situation, il est victime d'intimidation, mais c'est pas une victime non plus, parce que ça enlève de... L'empowerment, c'est ça, ça enlève de l'empowerment, de la confiance aussi, je trouve. Je trouve, tu sais, de dire, ben c'est une personne qui a vécu l'intimidation, c'est une personne qui a vécu à ce moment-là, c'est comme une personne qui a commis des gestes d'intimidation. Mais pour moi, on vient moins étiqueter, comme l'avaient dit les personnes. Puis là, on n'a pas parlé des témoins. Je ne sais pas si vous voulez aller là. On peut, c'est tellement un pilier important dans toute cette, comment je peux dire, pas de démarche. Là, dynamique. Dynamique, oui, effectivement. Ben, les témoins, on minimise l'impact qu'ils peuvent avoir dans des situations de violence ou d'intimidation parce que souvent, en quelques secondes, ils peuvent faire arrêter la situation. Complètement. Puis la différence, c'est que la victime qui vit une situation de violence, d'intimidation, vit un grand stress. Puis on le disait tantôt, là, elle va avoir différentes façons de réagir. Donc, des fois, c'est difficile pour elle de se sortir de là tout seul. Mais le témoin, parfois, qui est un peu plus loin, vit pas le même stress intense. Ça pourrait arriver, mais il est plus en capacité d'agir. Donc, d'agir, de dire, ben soit qu'il va aller chercher de l'aide, soit qu'il va prendre l'autre par la main, il va dire « Hey, suis-moi », ou qu'il va se manifester pour dire « Moi, je suis pas d'accord avec ce que vous dites », puis il va protéger. Fait qu'il y a toutes sortes de façons de devenir un témoin actif. Et positif. Et positif, parce que je peux être un témoin passif, puis je reste là, mais en restant là, je ne sais peut-être pas, mais je deviens quelqu'un qui encourage, en ne disant rien, l'intimidateur à ce moment-là, parce qu'il y a besoin des fois d'un public. Donc, si je dis rien, j'encourage. Et si j'encourage avec des mots, ben là, je suis vraiment un témoin qui n'est pas aidant. Exactement. C'est un peu moins passif. Ça. Puis il faut se ramener des fois aussi comme adulte, hein, même dans la société, on le voit, là, c'est difficile de dénoncer, c'est difficile. J'allais dire, ça me brûlait les lèvres de dire, ça prend tout un enseignement auprès de l'enfant pour discerner, OK, est-ce que c'est une situation où je me mêle de mes affaires ou c'est une situation où je prends ma responsabilité de concitoyen, en quelque sorte, là, pour protéger un camarade. Je trouve que même comme adulte, des fois, de dire « Hey, là, ça me concerne-tu? Là, je m'en mêle dessus? Là, j'ai-tu un rôle à jouer? » Même comme adulte, tu le disais, c'est pas évident. Donc, pour les enfants, là, j'ai l'impression que ça prend des scénarios sociaux, puis beaucoup d'échanges à ce sujet-là pour en venir à saisir quand est-ce que je m'immisce dans la situation. Puis ça prend aussi du courage, tu sais, parce que quand tu es comme témoin passif, tu n'es comme pas impliqué, toi, ta vie va bien, tu sais, puis là, tu risques peut-être de recevoir des insultes, de recevoir aussi de la violence. Fait que, tu sais, ça prend quand même un certain courage de dire, il peut arriver quelque chose, mais je sais que ça, c'est la bonne chose à faire, tu sais, puis je dois mettre mon pied à terre puis protéger cette personne-là, mais c'est quand même... Bien, tantôt, quand on parlait de la compétence conscience sociale, c'est là où elle vient prendre un grand rôle aussi, parce que dans une compétence sociale, on a de l'empathie. Et quand j'ai vu mes parents, les adultes autour, avoir de l'empathie, bien, je sais reconnaître quand un élève se sent vraiment pas bien, que là, il est en train de se faire insulter ou il s'exclut. Les enfants le sentent, les jeunes le savent. Donc, quand je suis empathique, bien, ça va peut-être m'amener à avoir ce courage-là. Puis le courage, je pense que c'est une belle valeur. Il y a des comportements de courage, je pense qu'il faut en parler. Tu sais, que ça soit en classe, que ça soit ailleurs, dans les activités, dans notre famille. Ça veut dire quoi, le courage? Comment on peut se positionner? C'est pas juste être un chevalier, là. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Tu sais, donner des exemples concrets de courage. Tu sais, d'être capable de défendre des gens, d'être capable de défendre ses convictions, d'être capable de dire, ben moi, je suis pas d'accord avec ça. Puis il y a une façon de le nommer. Puis ça s'enseigne. Tu sais, quand on dit que nos ados sont des négociateurs très forts, ben il faut leur apprendre à être aussi des bons négociateurs. Ben là, c'est la même chose. C'est comment je peux être un bon dénonciateur pour pouvoir aider ceux qui sont autour de moi. Ben il faut que je vois des adultes aussi. Si je vois des adultes, exemple, dans un milieu, que ce soit une école, dans des activités, où
là aussi, l'exclusion des comportements d'adultes ne sont pas arrêtés ou ne sont pas dénoncés, bien là, je vois autour de moi des choses, bien, j'ai pas de modèle, là. Fait que, tu sais, des fois, moi, je ramène ça, OK, qui je suis comme adulte, qui on est comme équipe, puis ça fait toute la différence sur l'impact des comportements de nos jeunes. Là. On peut C'est incroyable, j'allais dire le pouvoir, mais la responsabilité qu'on a comme adulte, pas juste comme parent, là, mais comme adulte qui fait partie d'une société. Tout à fait. Là. Parce que des fois, c'est même pas... je cherche mes mots, mais ben, tu sais, c'est des sous-titres. Oui, tu sais, c'est comme en sous-titres, là, c'est même pas ce qui est projeté. C'est comme par la bande, là, que l'enfant va capter ça, puis c'est ce qu'il va retenir, tu sais, mais... Et que, c'est vrai que c'est une grosse responsabilité. Puis encore là, nos valeurs familiales, d'établissement aussi, scolaires dans nos classes, tout ça, c'est là que l'enfant va dire, OK, attends, ça, je le sais que c'est pas une valeur... qui me rejoint, qui est bonne pour moi. Il faut le dire, c'est quoi en parler de nos valeurs dans la famille ou dans l'école, d'avoir des exemples très concrets. Tu sais, moi, exemple, la compétence dans le courage, on parle de ça. Moi, ça fait 3 ans que je me suis fixée un objectif en lien avec le courage. Parce que pour moi, affronter les conflits, c'était difficile. Je veux pas avoir des conflits. Moi, je veux bien m'entendre avec tout le monde. Sauf que ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que des fois, tu laisses passer des choses. Tu t'affirmes pas assez. Fait que moi, depuis 3 ans, je l'ai dit à mon monde, moi, là, je travaille mon courage d'être capable de nommer des choses. Puis ça paraît quand on se fixe des objectifs. J'ai amélioré ça dans différentes sphères de vie. Bien, je veux dire, c'est ça, si on le fait comme adulte puis qu'on est capable d'en parler, bien, nos jeunes, ils voient c'est quoi se fixer des petits objectifs comme ça, puis les soutenir là-dedans. Moi, j'ai des gens qui sont super bons, courageux, bien, c'est des bons exemples pour moi. Oui. Fait que, puis ça, c'est des échanges, c'est d'en prendre conscience. Bien, si nous, comme adultes, on en prend conscience, je pense qu'on peut donner des bons... Des bonnes pistes. Des bonnes pistes à nos jeunes. Parce qu'on est un modèle dans nos faiblesses, nos défis aussi. Oui. Est-ce qu'il y a des comportements de violence liés au développement d'un enfant? À l'âge développemental. Est-ce qu'il y a des comportements qui sont normaux, entre guillemets? Bien, c'est sûr que quand on a un jeune enfant, 2, 3 ans, 4, 5 ans, qui arrive à la maternelle, bien, ils sont en développement. Jusqu'à temps qu'ils trouvent des mots pour s'exprimer. Bien, des fois, ils vont le faire à travers des coups mordes. Ils vont crier pour s'exprimer parce qu'ils n'ont pas tous les mots. Puis c'est les adultes autour qui leur apprennent ça. Il ne faut pas minimiser ça. Soit par le biais d'activités, de lecture de livres, c'est foisonnant d'activités autour d'eux pour se développer puis avoir plus de développer le vocabulaire. Le vocabulaire. Je me sens fâchée, je me sens joyeux, je me sens frustrée. Puis tout ce vocabulaire-là, plus on l'enrichit comme adulte, bien, on va être capable de pouvoir l'offrir à l'enfant. Puis c'est pas juste avec des mots, c'est des fois c'est à l'écrit, c'est à travers le dessin, c'est à travers différentes façons. Fait que c'est sûr que l'enfant, plus il y a des moyens de s'exprimer, puis des moyens, et qu'il y a des gens qui co-régulent, tantôt on en parlait, bien, ces comportements-là sont là et ils sont normaux dans le développement, mais normal, quand on les voit, ces comportements-là, bien, il faut intervenir. C'est normal, mais ça ne veut pas dire que c'est excusable. Non, faut juste comprendre que c'est en développement. C'est en apprentissage. C'est en apprentissage, puis il faut être des enseignants. Je pense que les enseignants, qu'on soit un parent ou toute autre personne, bien, on va enseigner, on va aider, soutenir, on va encadrer. Ça passe beaucoup par l'écoute, comme tu le nommais tantôt, d'abord et avant. Avant qu'on en vienne à nommer l'émotion qu'on ressent, bien, encore faut-il s'arrêter, écouter, puis accueillir ce qui est ressenti pour ensuite mettre des mots sur tout ça, là. Puis est-ce que je suis capable d'accueillir ça? Parce que pour accueillir, il faut que je sois capable de le faire pour moi, absolument. On dirait que j'ai comme l'image du iceberg aussi, dans le sens que souvent, on va avoir des comportements qui se manifestent, mais qu'il faut agir sur ce qu'on ne voit pas, parce que pour le même comportement, il peut y avoir vraiment différentes sources, puis on ne va pas intervenir de la même façon pour un même comportement de violence, disons. Là. Bien, il y a aussi tous les besoins
Tu sais, dans les besoins qui se cachent en dessous, quand on parle de iceberg, ben on a différents besoins. Puis c'est ces besoins-là, des fois, qui sont non répondus. Fait que comment on va amener l'enfant à essayer de connaître ses besoins? Bien, c'est en les faisant nommer. C'est nous-mêmes, en nommant nos besoins. Là, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de silence, j'ai besoin de calme, j'ai besoin... tu sais, on a différents besoins. Donc, plus on nomme nos besoins, bien là, on a même de répondre de différentes façons à l'enfant qui veut s'exprimer. Puis quand on est dans l'adolescence, c'est sûr que là, dans le développement, hein, on n'est pas dans les mêmes types de comportements. Là, il est beaucoup plus conscient, mais c'est pas parce qu'il est beaucoup plus conscient qu'il a tous les outils. Puis on en a parlé depuis tantôt. Selon le contexte et selon les gens que j'ai eus autour de moi, bien, j'ai développé certains comportements ou certaines façons de m'exprimer. Ça se peut que je sois rendue à 15 ans et j'ai encore très peu de vocabulaire émotionnel si j'ai pas eu de gens autour de moi là, qui ont incité ça. La même chose au niveau de la régulation. Je peux aussi avoir des problématiques neurologiques aussi qui pourraient rentrer en ligne de compte, qui fait en sorte que c'est plus difficile pour moi de me réguler et d'avoir des comportements. Donc, il me faut vraiment des adultes autour de moi qui vont m'encadrer, qui vont me permettre aussi d'avoir des gestes réparateurs. Parce que, tu sais, comme adulte, quand on voit de l'intimidation, de la violence, ça vient nous chercher, puis c'est des émotions très intenses. Et la première réflexe, c'est qu'on aurait le goût, nous aussi, d'utiliser le rapport de force. Ouais, c'est tentant. Et si on reste dans le modèle de rapport de force, on sait que l'intimidation, c'est un rapport de force. Fait que là, on vient d'être un modèle. On alimente. Donc, ça, c'est dur. C'est le bout le plus dur, ce bout de recul-là, de dire, bien, cet enfant-là, ce jeune-là, il a besoin d'aide, il est peut-être en souffrance. Quand on parlait de l'iceberg, faut le voir, cet iceberg-là. Et quand on est dans les émotions intenses, c'est là que c'est difficile. C'est comment je peux prendre ce pas de recul-là. Et si je ne suis pas capable de le prendre, bien, à qui je vais donner la tape? À une collègue, à un ami, de dire hey, « moi, ça vient trop me chercher, j'aurais besoin d'aide. » Ou toi, tu es peut-être mieux équipé que moi en ce moment pour intervenir. Il y a tout ça là-dedans. Est-ce que, avec ton expérience, tu considères qu'il y a des mythes par rapport à l'intimidation qui sont véhiculés, qui sont nommés? J'imagine que tu as dû être confrontée à différentes situations où il y a des propos qui ont mal sonné à tes oreilles, mettons. Bien, quand on dit c'est pas grave. Oui, c'est ça. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va passer. Ça va passer. Jeune, là, ça fait partie là un peu. Oui. Bien, il faut creuser. On ne peut pas juste aller là. Puis de toute façon, dès qu'il y a des comportements de violence, d'intimidation, même des conflits pas réglés, on ne peut pas le considérer comme c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui subit des choses là-dedans. Donc, puis il faut se remettre dans le contexte. Si c'est moi, c'est pas grave, je me sentirais pas bien, mais c'est pas grave, ça. Non, tu sais, je pense que cette intervention-là, le soutien, beaucoup de soutien, comment, bien, il y a tout ça là-dedans. Ou, à l'inverse, puis je viens un peu d'en parler quand on dit... ben, il faut punir fort, puis il faut les intimidateurs, faut... c'est des méchants. C'est les méchants, on va les casser. Mais pour moi, là, ça, c'est ce qui vient, je pense, le plus me chercher comme personne. Casser, pour moi, tu viens casser un jeune, une personne. Et on veut pas ça. On veut pas casser quelqu'un. On veut arrêter un comportement. On veut que ça cesse. On va l'encadrer. On va amener des gestes réparateurs. On va le soutenir. Puis des fois, ils font un soutien intense. Mais parce que comme parent, quand on a un jeune, admettons, qui a été victime d'une situation, puis bon, il y a un intimidateur, on voudrait savoir qu'est-ce qui va arriver, ça va-tu faire mal, puis il va apprendre de ça. Puis ça, c'est l'émotion qui parle, puis c'est la perle de nos yeux qui a eu de la souffrance. Là, fait que c'est normal que des fois, ça monte, mais maintenant, quand j'ai un pas de recul, te dire, bien, il y a un autre jeune là en face, puis ça se peut qu'il vive des difficultés, ça se peut lui-même qu'il ait vécu de la violence. C'est pas le rapport de force qui va aider. Maintenant, est-ce qu'il y a des conséquences qui sont plus de l'ordre de l'enseignement réparatrice? Il faut qu'il y ait des réparations parce qu'il faut apprendre. Mais maintenant, c'est pas le rapport de force ou c'est pas parce que la conséquence va être plus forte
que c'est comme ça que ça va se régler. Il faut apprendre d'autres modèles à ces jeunes-là qui ont eu des modèles de rapport de force. C'est pour ça qu'ils sont rendus là aussi. Tout déconstruire. Oui. Ouais. Et ça, c'est difficile comme adulte quand la prunelle de nos yeux. Ah oui. Oui. Donc, dans ce troisième bloc, je pense que c'est un bloc quand même assez important comme parent, là. On veut être capable de reconnaître les signes autant d'un côté que de l'autre. Comment je sais si mon enfant est victime d'intimidation, comment je sais si mon enfant est peut-être l'intimidateur dans une situation, comment j'interviens, comment je peux prévenir. On a parlé de l'écoute, évidemment, être à l'écoute quand il met... Y a-t-il des signaux d'alerte, des signes, qui mentent pas, là, Ben, c'est sûr que si mon enfant commence à arriver avec des bleus qu'il n'y avait pas, il faut vraiment poser des questions, hein, des blessures. Il y a ça, tu sais, qui peut être apparent. Montre des signes d'anxiété. Je ne veux plus aller à l'école, je ne veux plus aller dans telle activité. Dors moins bien. Souvent, comme on disait, des somatisations, des maux de ventre, des mal de tête. Et puis des fois, ils peuvent être vrais, mais des fois, vu qu'on ne veut pas aller à l'école dans certaines activités, on va même en inventer. Mais il y a des fois, c'est des vrais maux dus à l'anxiété ou ce que ça me fait vivre. Quand je me retire des choses que je faisais habituellement, perte d'appétit. Donc, c'est ces signes-là. Ça ne veut pas dire que ça va être ça, mais il faut être alerte. Même chose au niveau de l'intimidateur. Quand on observe son enfant avec d'autres jeunes qui envoient souvent des blagues, du sarcasme, démontre peu d'empathie face aux autres dans les jeux, crie souvent, veut souvent avoir le rapport de force sur l'autre, manipule. Plus vieux des fois. Oui, fait qu'il va y avoir des signes comme ça, mais c'est vraiment dans l'observation qu'on voit comment agit notre jeune avec d'autres jeunes. Puis j'imagine que l'enfant qui a un comportement plus intimidateur, dans la famille, dans la fratrie, ça risque de pouvoir s'observer aussi dans le sens où sans faire de l'intimidation auprès de son frère ou de sa sœur, ou des fois dans la façon de parler à notre fratrie, à nos parents, ça peut donner une piste de « Oh, OK, toi, t'es ce genre d'enfant qui utilise tel type de vocabulaire, tel type de geste pour te faire justice. » Donc, j'imagine que ça peut être un indice aussi. Ben oui, ça peut être un indice. Puis, tu sais, on a aussi des personnalités fortes. Hein. C'est là qu'il faut faire la part des choses. Les personnalités fortes versus on a des comportements récurrents. Être dans la fratrie ou avec des cousins. Dans l'intention de faire mal puis de blesser. Puis dans le jugement aussi, tu sais, quand on juge les autres amis, souvent dans le sarcasme ou des choses comme ça, ou bien va donner des coups quand il n'est pas content, de façon récurrente, c'est sa façon de s'exprimer. On a des indices. On a des indices. C'est ça? Ou du « moi, à l'école... Tout le monde m'écoute. Tu sais, des fois aussi, se vanter là, de dire que t'es le boss. Puis on va questionner. Ah oui? Comment ça s'exprime ça? Parle-moi de ça. Oui, c'est ça. Hey, prendre toutes les portes là, ouvertes. Oui, parle-moi de ça. Tu sais, puis c'est cette attitude-là de parents, peu importe la situation. Parle-nous en plus, ça m'intéresse. Ça, c'est autant d'un côté comme de l'autre. Peut-être pas tomber dans le jugement tout de suite ou dans l'intervention qui va limiter tout de suite, saisir, comme tu le disais, l'opportunité d'en savoir plus. Bien, autant d'un côté comme de l'autre, quand on va tomber justement dans l'intervention à faire, bien, c'est là déjà, tu sais, quand on parlait d'accueillir, quand on parlait de parle-moi-en plus, puis ça va être à peu près les mêmes interventions. C'est juste qu'il y en a un qui demande plus d'autorégulation. Quand on s'est fait dire que son jeune et intimidateur, là, ça demande beaucoup d'autorégulation. Et bien, si c'est lui, au début, qu'on dit, bien, il a été victime, bien, comment je peux accueillir ça? Comment je peux le laisser parler? OK, je vais le sécuriser. Comment je peux... Qu'est-ce que je peux faire pour toi, là, en ce moment, là? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin qu'on fasse ensemble?
il y a ça aussi, puis tout l'espace que je vais laisser pour qu'il puisse s'exprimer, parce que souvent, on veut tout bien faire. Là, Voici là, la marche à suivre pour te sortir de ta situation. oui, puis là, ça aide pas la confiance en soi, ça aide pas à développer le pouvoir sur la situation. On veut lui redonner le contrôle. Oui, fait que là, ben, c'est plus de se souvenir de dire, ben, admettons, il faut appeler à l'école. Comment tu souhaites que j'appelle à l'école? Est-ce que toi, tu as déjà fait des pas à l'école? Non, j'ai pas. OK. Comment tu souhaites? Est-ce que tu veux que j'appelle? Est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble? Si je vais à une rencontre, est-ce que tu veux être là? Comment tu veux faire ça? Et c'est vraiment de l'inclure dans les pistes de solutions et poser les questions pour que lui ou elle se sente inclus dans les marches à suivre. Puis, souvent, ce qui va vraiment aider, surtout quand il y a une victime, c'est quel petit plan on peut faire ensemble pour te sentir sécurisé. Parce que là, plus on pose des questions, on va peut-être savoir que ça se passe plus sur le chemin en allant à l'autobus, ça se passe dans le corridor, ça se passe dans la cour. OK, oui, on va faire un plan de match avec l'école, mais moi, comme parent, quel petit plan je peux faire avec toi pour que tu te sentes sécurisé? Puis c'est ça, d'abord, il a besoin de se sentir sécurisé, puis il a besoin de sentir qu'on est là pour lui, mais avec lui. Et non pas pour, là, puis je vais faire à la place, puis je vais dire quoi faire, puis quoi. Tu veux un Que ça devienne notre situation, finalement, comme parents, qu'on gère tout seul. Oui, puis même en bas âge. Tu sais, parce que plus ils sont jeunes, plus on voudrait tout faire à leur place. Mais c'est une belle opportunité de leur donner l'occasion d'avoir une autodétermination sur la situation. Fait que ça, des fois, ça demande beaucoup. Ah ouais, comme parent, c'est réellement difficile. Puis des fois, si on n'est pas sûr de soi, puis tout ça, bien là, on va faire notre gros possible sur le coup, puis on va peut-être demander à une amie, un enseignant, à quelqu'un qu'on fait confiance. Écoute, j'ai fait ce premier pas-là avec mon enfant, mais il me semble que j'aurais besoin d'aide. Je me sens maladroit dans tout ça. Fait que j'aurais aimé mieux être plus confiant. J'aimerais ça que tu m'aides là, pour les prochains pas. Faire confiance aussi à ce que l'école propose, parce que souvent... Oui, puis tu sais, au niveau de l'intimidation, la même chose de dire, comment, si, admettons, mon jeune est intimidateur, de voir, qu'est-ce que j'observe? Puis quand admettons, là, je lui dis, écoute, j'ai su que tu avais eu ces comportements-là. Comment tu vois ça? Et là, dans les réponses, je vais trouver des pistes. Est-ce qu'il se sent coupable? Est-ce qu'il n'avait pas vu que la situation... prenait autant d'ampleur. Oui. Ou peu d'empathie. Moi, de toute façon, puis là, peut-être ça cache une autre situation. Fait qu'il faut laisser de l'espace. L'impression qu'on excuse en posant des questions puis tout ça, tu sais, mais c'est pas de justifier, c'est pas d'excuser, on veut essayer d'aller comprendre, tu sais. Oui, c'est ça. C'est pas parce que je te pose la question de pourquoi tu as fait ça que ça veut dire que c'est correct que tu l'aies fait, mais je veux juste savoir qu'est-ce qui a mené à. Parce que des fois, tout de suite, on veut se positionner pour dire non, non, non. Puis là, après ça, il n'y a plus d'espace pour la confiance pour s'exprimer. Ça, c'est précieux. Oui. C'est vraiment précieux. D'un bord ou de l'autre. Comment on fait pour laisser cet espace-là aux jeunes de pouvoir s'exprimer? Et c'est dans ces mots-là qu'on va mieux comprendre la situation. Mais c'est difficile quand on est dans l'émotion. Quand on est impliqué émotivement, voyons. Oui. Y a-t-il d'autres facteurs? Tu sais, là, on a parlé justement quand l'enfant, on sait que c'est non tout de suite, peut-être qu'il va moins parler. Y a-t-il d'autres facteurs qui vont amener un enfant peut-être à pas vouloir parler d'une situation d'intimidation? Quand on a peur que le parent réagisse très fort, puis que là, il a peur d'être jugé, peur que justement le parent réagisse très fort, puis que là, on va être gêné de ça, on va avoir honte, ou puis même ça pourrait être chez la victime, tu sais, si mon parent... Pas assez fort, peut-être, un parent qui réagit pas assez fort, puis c'est pas grave. Oui, puis c'est pas grave, là... Ça va passer. Là, il se sentira pas protégé. Fait que là, puis des fois, l'enfant, il a honte de ça, d'un bord comme de l'autre, il ne se confiera pas nécessairement. Donc, c'est de l'amener à cette confiance-là envers nous. Mais si on prend toutes les devants, ça n'aidera pas à la confiance. Encore là, une question d'équilibre. Oui. Et à l'ère où nous en sommes, en 2025,
quel est, à ton avis, l'impact des réseaux sociaux, des jeux vidéo qui prennent de plus en plus de place dans la vie de nos jeunes sur l'agressivité, l'impulsivité qui peut en résulter vers éventuellement de l'intimidation? Bien, je suis pas la spécialiste de la cyber-intimidation. Tu sais, j'ai bien des gens autour de moi sur lesquels je lis, je m'informe. Aussi comme personne qui a des enfants, qui a des ados qui ont grandi. Mais ce que j'entends beaucoup, c'est vraiment l'exposition. Tu sais, que ça soit, exemple, sur les réseaux sociaux. Tu sais, aujourd'hui, nos ados, nos jeunes, bon, je vais parler des jeunes, là, à partir de la 5e, 6e année en montant, c'est un moyen de socialisation très important. Les réseaux sociaux, bon, la façon qu'on va communiquer, que ce soit dans des textos ou autres, toutes les façons de communiquer, c'est une façon de socialiser comme nous. Si là, je vais trahir mon âge, mais avant ça, c'était le téléphone. Jadis, le téléphone, il y avait plein d'autres moyens. Maintenant, c'est le moyen, c'est la socialisation. C'est les téléphones, les réseaux sociaux et tout. Donc, c'est toute cette exposition-là. Est-ce que je suis exposée à des propos haineux? Est-ce que je suis exposée à des gens qui vont s'insulter puis vont trouver ça banal? Est-ce que je suis exposée? Et plus je suis exposée de façon récurrente et c'est banalisé, plus je suis à risque. Ça devient une normalité. Ça devient une normalité. Et là, c'est là que, comme parents, comme personne autour des jeunes, s'intéresser à ce qu'ils font. Sur quoi tu joues, comment ça joue, parle-moi de ça. Avec quel ami tu parlais, genre, il y a de quoi, encore là, en prenant des détours. Faire l'éducation un petit peu aussi. Plus j'ai cette éducation-là, plus je m'intéresse, plus je serai à même de voir les facteurs de risque. Détecter. Détecter autour, est-ce qu'il est exposé à... C'est sûr que, on parle à l'exposition des écrans, mais là, j'ai en tête une Emmanuelle Parent qui est pour le Centre d'intelligence émotionnelle en ligne, qui nous dit qu'il travaille beaucoup avec les jeunes dans des ateliers, puis tout ça, puis il dit, mais tu sais, on est beaucoup centré sur le temps d'écran. C'est correct que ça a son importance, mais qu'est-ce que fait nos jeunes sur les écrans? Et qu'est-ce que... à quoi ils sont exposés? Puis aussi, comment je pourrais dire... est-ce qu'ils ont d'autres activités autour? Plus j'ai des activités autour, puis je suis pas juste sur les réseaux sociaux. C'est le centre de la vie de mon jeune. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui le remplit, qui l'occupe, qui l'anime? Ça va être les facteurs de protection. Pour justement, ça va être un facteur de protection qui ne soit pas tant exposé à la cyber ou les propos haineux qu'ils pourraient retrouver ou la désinformation. Comment on va habiliter nos jeunes à voir aussi cette désinformation-là qui est présente? Parce qu'on a beaucoup de positifs là, en lien avec les réseaux sociaux et tout ça, mais en même temps, on a des facteurs de risque. Fait que comment on peut être des adultes qui éduquent, qui forment, qui informent, qui s'intéressent, et qui aide les jeunes à se trouver d'autres activités aussi. C'est pas... entre passer 10 heures, 2 heures, 3 heures... oui, puis on sait que l'activité physique, c'est bon aussi pour le cerveau, le développement du cerveau. Oui, le temps d'écran, mais comme tu dis, je pense que c'est important que ça soit équilibré dans toutes les sphères de la vie de l'enfant. Là. Puis de dire, tu sais, la banalisation, puis ça, c'est autant dans la vie réelle que sur les réseaux sociaux, de s'insulter puis de dire que c'est banal, c'est de la violence verbale. Tellement, parce que même dans les films pour enfants, tu sais, tu regardes des films comme Les Mignons ou des films pour enfants que finalement, si tu t'y attardes vraiment, il y en a des insultes qui sont banalisées, il y en a des, tu sais, de la... Puis dans la réalité, là, dans nos classes, là, c'est pas rare qu'on entend des élèves « Ah, mais c'était une joke. Oui, c'est ça. Ah, mais là, je le pensais pas vraiment. Ah, tu sais. » Fait que c'est vraiment intégré, là, que je peux dire quelque chose, mais pas vraiment le penser, puis ça va être correct, tu sais. Nous, on a un rôle d'adulte. Absolument. On a un grand rôle d'adulte. J'étais la semaine passée avec M. Éric Morissette, qui travaille beaucoup à ce sujet-là aussi, qui est comme, chercheur. Elle nous parlait, tu sais, comment différencier les comportements inadéquats
les comportements verbaux inadéquats, les écarts de conduite verbale et la violence verbale. Il y a une différence. Puis comment nous, comme adultes, on amène les jeunes à faire cette différence-là. Peut-être que toi, tu trouves ça banal, mais ce que les jeunes ont dit, c'est que moi, j'ose pas me positionner. Je dis « Ah oui, c'est correct ». Mais quand on interview ou quand on va chercher des questionnaires, des questions, les jeunes, individuellement, nous disent « Des fois, je suis pas tant à l'aise avec ça, mais j'ose pas le dire à mon ami, j'ose pas le dire à ma gang. » Fait que, des fois, les jeunes ne le savent pas tant que, oui, ça peut aller chercher certains jeunes dans des propos qu'on pense banals. Pourtant, quand on retourne la situation, qu'on leur dit « Toi, est-ce que tu aimerais te faire dire une telle chose? » Bien souvent, « Ah ben non, j'aimerais pas ça. » Mais ils prennent pas le temps de se poser la question avant de dire le commentaire, justement. Pour ce 4e bloc, j'ai envie qu'on discute de comment, comme parents qui pensent être témoins d'une situation d'intimidation, que notre enfant soit plutôt dans un rôle d'intimidateur ou de victime, si on pense qu'il y a bel et bien une situation qui a lieu, comment est-ce que je peux intervenir adéquatement en collaboration avec l'école pour que cette situation-là cesse et se résolve de la bonne manière? Bien, je pense que, tu sais, on en a parlé, on a parlé tantôt là, de toutes les étapes d'accueil, de sécuriser, de soutien, de laisser l'espace de s'exprimer, puis d'aller vers un plan. Et ce plan-là, bien là, c'est là avec l'école où comment on peut être des alliés. Et l'école a des responsabilités dans chaque école, puis c'est par la loi de l'instruction publique, la loi au niveau de la lutte contre la violence et l'intimidation doit faire un plan de lutte. Dans ce plan de lutte-là, il y a 9 éléments qu'on doit tenir compte: portrait de situation, collaboration avec les parents, comment intervenir, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour intervenir. Oui. Et l'équipe école doit faire partie de ça concrètement. Puis, donc, quand moi, comme parent, je vois que mon enfant pourrait avoir soit subi de l'intimidation ou intimidateur, bien, comment je vais me présenter à l'école. Et c'est tout là, quand je suis chargée émotionnellement, bien, est-ce que je peux prendre ce pas de recul-là avant soit d'appeler, soit de me présenter? Parce que l'école... On écrire un courriel. Tout en majuscule. Oui, et ça, on le sait, hein, peu importe qui on est, qu'on soit un parent, qu'on soit un enseignant, qu'on soit une direction d'école, qu'on soit un coach, on a plusieurs rôles dans la vie. Quand on est chargé émotionnellement pour faire des choses, c'est jamais bon. C'est rare que c'est aidant. C'est rare que c'est aidant. Bon, il y a des situations où ça peut nous sauver la vie, là, mais quand on parle d'avoir des échanges, que ce soit écrit ou verbal, bien, justement, c'est quoi mon moyen pour prendre mon pas de recul, là, puis parce que si j'arrive chargée, bien, ça se peut que je sois dans les accusations, ça se peut que je sois dans la non-collaboration, ça se peut que j'ai des billets. Je ne suis pas très réceptif, en tout cas. Non, c'est ça. Je suis pas dans... Ça va être difficile là, de collaborer. Donc, comment prendre ce pas de recul-là et devenir... Bien, comment vous pouvez m'aider à aider mon enfant? De voir l'école comme un allié. Oui. Puis comme école, bien, moi, de dire, bien, moi, là, quand le parent arrive, comment je l'accueille? Tu sais, c'est d'un côté comme de l'autre de dire, bien, comment j'accueille le parent qui arrive? Puis ça se pourrait qu'il arrive chargé émotionnellement. Bien, est-ce que je peux avoir des dispositions, moi aussi, pour que ça y aille des deux bords, qu'on soit disposé à mieux se parler. Puis des fois, on nous dit, bien, est-ce qu'on se met des conditions pour se parler, là? Là, je sais que ce que vous êtes en train de vivre, c'est difficile, puis peut-être que nous, ce qu'on est en train de vivre à l'école, c'est difficile. Puis on a peut-être même un portrait différent de votre jeune. Parce que l'environnement à la maison versus l'environnement à l'école, c'est très différent, puis c'est difficile pour le parent de s'imaginer, ça se répercute comment. Puis nous, à l'école, de quelle manière on peut contrôler l'environnement? On est quand même limité aussi dans tout ça. Bref, c'est deux environnements très différents. Puis des fois aussi, la façon que c'est rapporté à la maison versus la réalité observé à l'école. Bien, ça peut être très différent. Fait que si on se donne l'espace de dire, bien, on peut-tu discuter de la situation dès le départ? Commencer sur une feuille blanche. Oui, parlez-nous de ce que vous avez. Puis des fois, on va exclure le jeune de cette discussion-là. Puis
c'est là que le jeune, il a sa place, parce qu'on parle de lui. Puis on peut-tu, si en tout cas, s'il souhaite être présent, moi, je vais vraiment dire, encouragez-le à être présent. S'il n'est pas à l'aise dans un premier temps, c'est correct, mais des fois, on l'oublie ça, que le jeune fait partie du processus. J'imagine que ça peut avoir un côté très rassurant de voir que, hey, l'équipe école, mes parents, ensemble, se mobilisent pour me soutenir dans une situation qui est difficile à vivre. Oui, puis est-ce qu'on lui laisse l'espace ou on parle pour lui? Oh ouais, j'avoue. On est bon là-dedans, les adultes. Est-ce qu'on lui laisse l'espace? Puis des fois, on va le préparer de dire, est-ce que tu souhaites être là? Est-ce que tu souhaites juste être là dans un deuxième temps? Tu sais, moi, je vais te laisser l'espace que tu vas avoir besoin. Puis je vais être là pour toi, pour te soutenir, parce que ça peut être impressionnant. Oui. Quand des adultes autour de la table. Des fois, c'est la première fois que l'enfant va à la direction ou va dans le bureau de la direction. Donc, comment on prépare ça? Quel espace on va laisser aux jeunes pour s'exprimer s'il est là? Puis c'est ça, c'est mettre ça au centre de la table pour dire, est-ce qu'on se donne des conditions pour se parler? On se donne des conditions pour échanger, puis se montrer rassurant. Tu sais, auprès du parent, là, je pense que c'est ça le plus primordial, c'est sentir qu'on le prend au sérieux, sentir que d'un bord comme de l'autre, oui, on vous prend au sérieux. Voici les interventions qui vont être mises en place. Voici, tu sais, dans ce que vous me dites, qu'est-ce qui est le mieux pour sécuriser votre jeune? On va le faire, le plan. Vous avez un plan. On le prend en compte. Nous, voici un plan puis habituellement, dans un plan de lutte, on a une personne qui est quand même désignée dans l'école pour soutenir. Est-ce que ça va être ça va être la personne qui va prendre en charge un peu l'intervention, mais des fois, ce ne sera peut-être pas la personne en qui l'élève il a le plus confiance. Des fois, ça va être son enseignant. On va s'en servir de cette personne-là en qui il a confiance. Ça va être notre allié dans l'intervention, dans le plan à mettre en place, parce que c'est cette personne-là qui est significative pour le jeune, même si l'autre personne, comme intervenant, c'est lui qui va peut-être coordonner avec la direction de l'intervention. J'en profite aussi pour dire que si, comme parent, on ne sait pas trop, justement, de quelle manière atterrir à l'école, à quelle porte cogner, l'enseignant, c'est probablement la personne tout indiquée pour diriger, tu sais, pour aller parler avec la technicienne en éducation spécialisée, la psychoéducatrice ou la direction pour dire « Hey, j'ai eu vent de telle situation, il faut qu'on se mobilise. » Puis après ça, on peut donner la touche, si vous me permettez l'expression, à une autre personne qui va prendre la relève. Mais si on ne sait pas trop par où commencer, commencez donc par l'enseignante qui, elle, sait à quelle porte cogner dans ce type de situation-là. Effectivement. L'enseignante, la direction d'établissement, tu sais, effectivement, ça devrait être des gens qui vont prendre en charge la situation, mais quand on parle de prendre en charge, c'est avec. Oui, avec le parent. Oui, c'est ça. Puis je trouvais ça important. On l'a comme rapidement abordé aussi plus tôt, mais tu sais, comme parents, des fois, on va vouloir savoir qu'est-ce qui est fait pour l'autre enfant. Mais tu sais, là, je pense que c'est important de savoir, de faire confiance justement à toutes ces personnes-là qui vont prendre en charge, puis de se concentrer sur notre enfant, notre côté de la médaille, puis... Mais effectivement, on est tenu par le sceau de la confidentialité. Puis ça, des fois, les parents ne sont pas trop au courant. Ils ne veulent pas nous le dire. Mais juste les rassurer de dire, sachez là que la personne qui, exemple, a intimidé votre enfant, on va... Il y a des mesures. Il y a des mesures qui vont être prises, c'est prévu. Puis c'est peut-être pas à la hauteur que vous... Il faut voir l'autre perspective. Là, peut-être qu'on n'est pas là pour le moment, mais sachez que nous, on prend le portrait du jeune où il est, puis l'important, c'est qu'on sécurise votre jeune, puis on va faire les interventions qu'il faut. Et on va vous tenir au courant de tout ce qu'on peut faire pour sécuriser votre jeune. On va prendre en charge l'autre jeune. Tu sais, je pense que c'est beaucoup, le parent a besoin d'être sécurisé. Absolument. Puis nous aussi, on a plein d'informations sur le portrait de l'enfant. Que le parent de l'élève victime n'a pas nécessairement. Donc, de son point de vue, il y a certaines choses qui devraient être faites, qui lui apparaissent comme étant le gros bon sens, mais pour nous, connaissant le profil du jeune, son passé, son contexte, son environnement, on va peut-être intervenir différemment, mais c'est toujours pour le mieux. Tout à fait. Mais, tu sais, plus on rassure les parents dans le temps aussi, tu sais, on va prévoir ça aussi dans notre plan-là, de dire, la première journée, la troisième journée, après ça, on va se passer, mais lui donner des nouvelles.
puis de prendre des nouvelles. Comment ça va jeune à la maison, là? Il y a tout ça, tu sais. C'est souvent à la maison que ça déborde ou que l'enfant se permet de s'exprimer puis de nommer. Fait que c'est important de communiquer. Oui. Puis aussi de dire, ben qu'est-ce qu'on peut offrir aux jeunes, soit à la victime ou à l'intimidateur, parce que des fois, on pense à l'intervention à faire, mais quand on manque de compétences socio-émotionnelles ou d'habiletés sociales, soit de la part de la jeune victime ou soit de la part de l'intimidateur, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans le temps pour pouvoir les soutenir à développer leurs compétences? Pour éviter que ça se reproduise. Oui, parce que même si on a intervenu puis qu'ils se sentent plus sécurisés, ça ne veut pas dire qu'ils se sentent plus compétents à faire face à d'autres situations. Donc, comment, comme parents, et comme équipe école, on peut soutenir ce jeune-là à développer ses propres compétences. Et c'est là que, tantôt on parlait, toute la prévention, va avoir un grand impact sur le développement des compétences. Autant la victime qui des fois, c'est difficile de s'exprimer ou de s'affirmer ou l'intimidateur qui manque d'habileté au niveau peut-être relationnel, comment on va l'aider à développer ses compétences. Faire attention aussi comme parent, puis même comme enseignant, comment on parle de l'autre élève ou de l'autre enfant aussi, parce que des fois, tu sais, moi, je le vois, je l'entends, lui, depuis la 2e année, qu'il y a des biennes tout le temps, ou là, lui, depuis, tu sais, il a toujours été comme ça. On l'a stigmatisé. Tu sais, je joue pas avec lui, il est pas gentil. Tu sais, des choses comme ça que des fois, ça alimente le cercle, justement, victime intimidateur, là. Oui. De venir mettre une étiquette. Pour moi, à ce moment-là, c'est comme si, puis jamais avec une intention, mais on devient des témoins qui ne sont pas aidants. Puis ça, des fois, les gens, ça les choque un peu. Si tu portes des jugements comme ça, puis que les gens t'entendent autour, même les jeunes t'entendent, que ce soit comme parent ou comme personne, membre d'une école, tu contribues à pas de préjudice à l'enfant. Oui, on peut être préjudice. Ça fait que, mais ça, on n'en est pas tout le temps conscient. Non, c'est ça, on le fait pas. Puis c'est pas tout le temps, c'est rarement intentionnel, là, mais oui, faut se rappeler, des fois, il faut avoir des petites jasettes c'est pour ça que je voulais le nommer, des fois, de s'en rappeler. Oui. On approche de la fin. Avant de conclure, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux parents pour créer un climat familial qui favoriserait à la fois la communication et la résolution de conflits pacifiques, encore là, dans le but d'agir en amont avant que des situations d'intimidation, de violence surviennent? Est-ce qu'on en a justement des petites étapes pour résoudre des conflits? Oui. Puis, nous, comme adultes, on en a-tu des étapes à la maison pour résoudre des conflits? Parce que, tu sais, si on enseigne ça à nos enfants, puis que nous, comme adultes, on n'est pas très bons, mettons, pour résoudre des conflits, parce que ça revient souvent de dire... Puis j'ai déjà posé la question des adultes, vous, là, vous réglez ça comment, vos conflits? Avez-vous des étapes? Fait que... Des fois, on n'en est même pas conscient. Oui, c'est ça. Puis des fois, on les a, mais des fois, fait que, moi, je pense que de rendre ça conscient comme adulte, premièrement, comment moi, je règle mes conflits. Puis avec les enfants, des fois, ça va être des petites affiches, des rappels, des activités, comment je guide mon enfant quand c'est avec des sœurs, des frères, comment je les aide comment je les aide au début à apprendre à régler des conflits, puis après ça, comment je leur fais des rappels. Et pas régler tout le temps les conflits à leur place, parce que ils seront pas... Moi, je ne serai pas là à l'école. Là. Donc, d'avoir ces petits rappels-là, tout ça, comment j'en parle, comment je vis des activités où je développe ces compétences-là dans les lectures, dans les jeux de société qu'on va faire. Apprendre à perdre, là, mais juste là, des fois, ça va amener des conflits, puis tout ça, puis c'est sûr que le développement de l'enfant en tant que compte l'âge de l'enfant peut avoir une influence. Oui, c'est ça. De là, l'importance de vivre des moments de famille de qualité.
On sous-estime, non. On sous-estime pas l'importance des moments de qualité en famille, mais tu sais, des fois, c'est plus la qualité que la quantité, en fait. Exact. Parce que, tu sais, on parle des écrans, c'est beau les écrans des enfants, mais il y a les écrans des adultes aussi, des fois, qui sont très prenants dans la vie de tous les jours. Puis les moments de qualité, c'est... On se ramène à ça, dernièrement, justement, nos élèves de 4e année, 5e année, ils disaient... qu'est-ce que vous souhaitez le plus dire à vos parents par rapport aux réseaux sociaux, au téléphone? Puis ça, c'est à travers le Québec, c'est de dire, est-ce que nos parents peuvent être moins sur leur téléphone? On dirait que ça fait mal. Ça fait mal, hein? Tellement. Puis il y a des trucs, tu sais, autant pour nous, moi, depuis que j'ai suivi cette conférence-là, j'ai mis dans mes paramètres le temps que je passe sur différents réseaux sociaux. Fait que ça m'indique que ça fait 15 minutes, ça fait 25 minutes, c'est une prise de conscience. Ben oui. Puis moi, si je peux me fixer des objectifs, OK, moi, tel réseau social, je passe pas plus que 25 minutes, mettons. D'éteindre le téléphone, tu sais, il y a des jeunes qui ont peur, justement, des fois, d'éteindre le téléphone la nuit. D'un coup, qu'un de mes amis aurait besoin de mon écoute. Bon, mais ça, tu sais, ce qui est suggéré, c'est que entre amis, ils se disent, « Hey, moi, j'en ai besoin, j'éteins mon téléphone la nuit, je l'ai pas dans ma chambre, tout ça. » C'est des stratégies qui se donnent entre amis. Ben là, ils ne sont pas insécures parce que c'est vrai que ça crée de l'insécurité. C'est vrai, parce que les jeunes l'ont dit. Mais, fait qu'il y a toutes sortes de trucs comme ça, autant pour les adultes que pour les jeunes, parce qu'on l'a dit, on est des modèles. Ben, comment on peut se donner des moyens? Comment aussi se donner des moyens de faire des activités? Des fois, on va suggérer des activités à nos jeunes, mais eux... Des fois, c'est pas là qu'on a arrêté, mais OK, si ça t'intéresse, je vais faire l'effort de m'intéresser à ce qui t'intéresse. Ben déjà, c'est un pas de plus, surtout vers nos ados. Je réalise combien l'introspection comme adulte, comme parent, est primordiale pour être capable de bien intervenir, de bien accompagner nos jeunes. Tu sais, on parlait énormément d'écoute et d'accueil, mais on dirait que tant qu'on n'a pas fait un travail d'introspection, c'est difficile d'être réellement à l'écoute et d'être réellement dans l'accueil. Puis on va se le dire, là, faire l'introspection puis prendre conscience de nos défis, c'est pas toujours le fun, c'est pas toujours agréable. Donc, puis même juste de réaliser qu'on a quelque chose, tu sais, qu'on a de l'introspection à faire. Parce que des fois, c'est tellement inné, c'est tellement dans le quotidien que tu penses que tout est beau, tu t'arrêtes même pas à te poser. Moi, je suis un adulte, je sais comment faire. Des fois, il y a du travail quand même. Mais si ce balado aura servi à peut-être semer une graine... Mais votre balado est assurément déjà, tu sais, quand on parle pour les parents, comment les aider, des fois, là, ben votre balado, d'écouter des balados, d'aller faire des petites lectures, d'aller écouter, justement, qu'est-ce qui va m'aider, tu sais, exemple, comité de parents, le comité de parents là, du Québec, il y a énormément de choses qui peuvent les aider là-dessus. Qu'est-ce que je vais aller me chercher, justement, si je suis dans mes réseaux sociaux? Qu'est-ce qui va être aidant? Oui. Bon, des fois, le plaisir et qu'est-ce qui peut peut-être aller me chercher un plus, sortir même de ma zone de confort pour aller me chercher d'autres moyens. Pourquoi pas d'en parler avec d'autres parents, de se rendre compte que, hey, c'est pas juste chez nous, c'est on vit la même réalité. Hey, j'aime l'intervention que tu as faite, je vais m'asseoir dans mon balcon, là, puis je vais l'utiliser. À l'aide des activités communautaires, des fois qu'on n'aurait jamais pensé, puis c'est là que ça se passe. Des activités de danse, tu sais, des fois, ça nous permet ces jasettes-là qui... Tout à fait. Hey, un grand merci. On aurait pu continuer encore. C'était super riche, super intéressant. J'espère vraiment, les parents, qu'on a réussi à démystifier conflit, intimidation, puis qu'on vous donne plein de pistes d'intervention, ou du moins qu'il y a une réflexion qui s'amorce dans votre esprit présentement. Donc, n'hésitez pas à intervenir ou à interagir avec nous, à commenter. Puis, on se revoit le mois prochain pour un autre balado. Merci!